كان دقيقة تصمت للصراحة ولا شهادات. Mesdames et messieurs, chers participants invités, permettez-moi au nom du comité scientifique d'organisation de vous souhaiter la bienvenue au GEOMAT 23, premier séminaire national de géotechnique, construction, matériaux et environnement, organisé par la faculté des sciences et technologies avec le parrainage et le soutien de Madame le recteur de l'Université de Soukaras. Donc, l'objectif principal de ce séminaire est de faire connaître la contribution et les intérêts de l'ingénierie civile à la société et de faire une prédiction de notre avenir commun. Parallèlement, il vise à encourager les contacts entre chercheurs et professionnels des différents domaines de l'ingénierie du bâtiment, à permettre la diffusion de leur activité de recherche, d'innovation et de développement dans les différents secteurs de l'activité économique. Cette édition de 2023 a pour objectif de consolider l'expérience d'organisation d'événements scientifiques au sein du département du génie civil, en recevant les contributions de différents chercheurs et étudiants au troisième cycle, et de favoriser le débat sur la vision du futur de l'ingénierie du bâtiment. Tous les résumés étendus et articles ont été soumis à la plateforme électronique créée à cet effet, étant examinés par deux experts du comité scientifique pendant le processus d'évaluation, permettant ainsi la transparence et la mission exigée. Cette édition de 2023 comprend normalement 3 conférenciers invités, 4 sessions portant sur 14 thèmes proposés qui couvrent tout le domaine de l'ingénierie du bâtiment et incluant par exemple la dynamique des sols et interactions sur la technologie de la chaussée, tunnels et ancrage, écologie et aménagement de territoire, planification des ressources en eau, la gestion de l'environnement et le problème lié au tremblement de terre et au tsunami, la sécurité et la fiabilité des structures et l'atténuation des géorisques. Nous exprimons notre profonde gratitude à tous les auteurs de communication pour avoir accepté de partager leurs connaissances et expériences, aux membres du comité scientifique qui ont entrepris la lourde tâche d'évaluer et de réviser les articles, les promoteurs et organisateurs des sessions thématiques, aux participants et membres du comité sans lesquels cette initiative n'aurait pas été possible. Et maintenant, sans plus tarder, je passe la parole au professeur Sid Majedi, représentant du laboratoire de recherche Infrares, le co-organisateur de notre séminaire. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أشكر القائمين على هذا الملتقى وعلى رأسهم عميد الكلية والأستاذ بريس وكل الحاضرين معنا. أغتنم هذه الفرصة لأعرج على شيء مهم تعيش الجامعة هذه الأيام، ألا وهي
الثورة يعتمد معنى الكلمة في الإصلاحات التي تعيشها الجامعة. والباحث الباحث ليس في معزل عن هذه الإصلاحات، وخاصة أنه نحن كأساتذة ولا حتى كطلبة الدكتوراه راح نعيش هذه الإصلاحات، وبالتالي عندنا دور حبينا ولا كرهنا. يعني ممكن الإنسان يشوف أنه مش وقتها من الكلام هذا، لكن هو لأن الناس كلها كل الأطراف معنية بهذه الإصلاحات. باش نقول بالإصلاحات لما نقولوا باغ اكزومبل 1275 كيفاش الإنسان يكون مش معني ب 1275 هو راح يخدم فيه حق ولا كرهه. l'enseignement à distance، وبالتالي ممكن مش شرط ندسكتو هذوك، لكن ابريفوار لازم سي تري امبورطون. نحن ننظروا القائمين على هذه المشاريع نوراهم لا اكثر ولا اقل. قال خاصة أنه السيمينار زي هذا يلم لي كونيسور لي سبيساليست دو جيني سيفيل. قال الكونتيك تاع الجيني سيفيل هاو رأيي، مش هو رأيي، هاو لابورتيو، مش رأيي، هاو لابورتيو بوزيتيفمون ولا نيجاتيفمون. أنا نتمنى باش الواحد يكون فاعل، ما يكونش داير يحكم لاكس تاعو دو ريشيرش وخلاص يحط شغل نبار. نو، احنا لازم يكون شوية الإنسان ينافس القنبار. أنا جنسيست سور سا، أي إنسان لازم يخاف هذه القضية دي. ومرحبا بالجميع وإقامة طيبة إن شاء الله. السلام عليكم. Alors, merci. Donc, je passe la parole maintenant à Madame le doyen de la faculté de sciences et technologies. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السادة النواب، مدير الجامعة للبيداغوجيا وما بعد التدرج، السادة عمداء الكليات، زملائي الأساتذة وأبناء الطلبة والطالبات، طالبات الدكتوراه، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني ويشرفني في هذا اليوم أن أرحب بكم لحضور افتتاح فعاليات الملتقى الأول للهندسة المدنية الذي تنظمه كلية العلوم والتكنولوجيا، والموسوم بعنوان جيوتكنيك كونستركسيون ماتيريو et environnement. هذا الملتقى الذي يهدف إلى مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية، ومنظم لتبادل الخبرات والمعرفة بين مختصين في مختلف المجالات، والاطلاع على كل ما هو جديد ومفيد فيما يتعلق بالمنشآت الجيوتقنية وكذا طرق الإنشاء والمواد. كما يسلط الضوء هذا الملتقى على قضايا البيئة والمحيط، وهذا لملائمتها لتحسين البنى التحتية والخدماتية وزيادة كفاءة أنظمة البناء، المياه والبيئة، وذلك باستعراض أحدث الدراسات في هذا المجال. ويأتي هذا الملتقى في فترة تتطلب منا جميعا تضافر الجهود وإعادة النظر في توجيه أبحاثنا العلمية وربطها بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي قصد زيادة مرئية جامعتنا، وهذا ما يمكن تجسيده من خلال قرار 1275 والذي أصبح ضرورة يجب أن نتوجه إليه. فنيابة عن اللجنة العلمية والتنظيمية للملتقى أتقدم بأسمى عبارات الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرف الأنبياء والمرسلين. بدءا أود أن أترحم على شهداء الواجب، شهداء الأمة، إخواننا في غزة، نسأل لهم الله التمكين والثبات والنصر القريب إن شاء الله.
ثانيا اصالتنا عن نفسي وباسم السيده المديره البروفيسور نورة موسى، والتي هي غائبه بسبب فعاليات الندوه الوطنيه في اطار توأمه 5+5 جامعه وادي السيوف، وعليه ارحب بالساده النواب والمدير، ايضا العمداء، رؤساء الاقسام، زملائي الاساتذه والذين تكبدوا عنا السفر والحضور لفعاليات هذه الندوه، فمرحبا بكم في رحاب جامعه بوخارست. ابناء الطلبه والطالبات، اعضاء اللجنه التقنيه للسمع البصري، كل باسمه وكل بمقامه. اريد ان انوه فقط في البدايه الى المجهودات الجباره التي قامت بها لجنه التنظيم في انجاح بغيه انجاح هذه فعاليات هذه الندوه في الهندسه المدنيه والموسومه بعنوان بريمير سيمينار ناسيونال دو جيومتري كونستركسيون ماتريو اي انفيرونمون. في الاخير اعيد اصاله عن نفسي وباسم السيده المديره نعلن عن الافتتاح الرسمي لفعاليات هذا الملتقى، فبالتوفيق للجميع وشكرا. شكرا استاذ سلامي. الان قدم الدكتور الشوش محاضره بعنوان رقم البنيان، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tout le monde, chère communauté universitaire, honorable assistance. Tout d'abord, je profite de cette occasion pour remercier mes collègues de l'Université de Boukhara de m'avoir invité à cette manifestation scientifique. Et j'espère que cette manifestation scientifique sera une opportunité pour un échange scientifique entre les différents chercheurs de différentes positions. Et j'espère que cette occasion sera une opportunité aussi pour renforcer la relation entre l'université et le secteur socio-économique. Donc permettez-moi aujourd'hui de vous présenter une particulière recherche scientifique qui s'inscrit dans le cadre du développement durable. Donc il s'agit d'une thématique qui traite de l'environnement. Et donc mon intervention se focalise sur l'immobilisation des déchets liquides toxiques dans les matériaux cimentaires. Donc pour ce faire, j'ai opté pour le plan de l'exposé suivant. Je commencerai mon exposé par une introduction. Là, je vais vous montrer la problématique ainsi que les sujets utilisés. Ensuite, je vous présente les matériaux et les méthodes utilisées dans le cadre de cette étude. Ensuite, je vais vous présenter les résultats obtenus lors de la campagne expérimentale ainsi que leur discussion. Et je terminerai mon intervention par une conclusion et quelques perspectives qui peuvent être utiles pour les d'autres chercheurs. Après l'indépendance, l'Algérie a connu l'évolution dans le domaine de la conception et dans le domaine de l'industrie. Et l'activité industrielle a généré différents types de déchets. Donc parmi ces déchets, on trouve des déchets éthiques dangereux.
Un déchet ultime dangereux, c'est-à-dire c'est un déchet qui est pris susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques. C'est-à-dire c'est un déchet qui est dangereux et c'est-à-dire qu'on ne peut pas le valoriser et qu'on ne peut pas réduire sa quantité au moment de la production. Donc, cependant, ces déchets ne cessent de croître en quantité, ils deviennent des sources qui menacent la santé des êtres humains et l'environnement en raison de leur toxicité parce qu'ils sont riches en métaux. Donc, toutes ces menaces ont poussé les chercheurs à trouver des techniques appropriées donc pour restaurer un environnement verdoyant et pour limiter la dangerosité de ces déchets. Donc, parmi ces techniques, on trouve la technique de jonglage, l'enrobage par des victimes, l'enrobage par des plastiques, la vitrification et la stabilisation-solidification par des ions hydrauliques. Donc, dans notre cas, on a opté pour la stabilisation-solidification par des ions hydrauliques en raison de la facilité de mise en œuvre de cette technique et son coût faible qui est très faible par rapport aux autres techniques. C'est-à-dire, vous prenez un déchet, vous prenez donc un ion hydraulique, par exemple le ciment, donc vous mélangez les deux et vous obtenez donc, c'est-à-dire un déchet stabilisé solidifié. Et en plus, cette technique, donc, elle comporte deux opérations. La stabilisation, c'est-à-dire c'est la transformation chimique du déchet, donc qui contient des espèces, c'est-à-dire qu'il y aura une formation des phases entre les espèces toxiques et le ciment. Et donc ces phases sont complexes et sont moins solides. La solidification, c'est quoi? C'est donner au déchet une certaine résistance mécanique et réduire, c'est-à-dire sa mise en contact avec les solutions agressives. C'est-à-dire on va lui donner une certaine résistance mécanique parce que le déchet, donc, initialement, donc, il se présente sous forme pulvérulente ou sous forme d'impact. Et donc, une fois on le mélange avec le ciment, on obtient une matrice solide avec des propriétés mécaniques améliorées. Mais malgré, c'est-à-dire, on fait ce procédé, ces déchets peuvent représenter une source de pollution. Parce que vous connaissez tous que les matériaux sédimentaires sont instables lorsqu'ils sont en contact avec les solutions agressives. Donc, comme j'ai dit, donc les déchets stabilisés solidifiés par l'ion hydraulique peuvent présenter une source de pollution qu'elles sont influencées non seulement par les changements mécaniques, mais aussi par les environnements, c'est-à-dire c'est les milieux agressifs. Et cette, c'est-à-dire mise en contact avec les solutions agressives, va conduire à la dégradation de ces matériaux en raison de la dissolution progressive des hydrates. Par exemple, si vous prenez un ciment hydraté, c'est-à-dire vous aurez le silicate de calcium hydraté et la portlandite, et ces deux éléments donc, deviennent instables lorsque le pH est inférieur à 10. Et la dégradation, elle peut être aussi à la division du constituant de ces éléments vers le lixivier, parce que la force ionique de la solution agressive donc, va donc, pousser ces éléments agressifs à pénétrer à l'intérieur de la matrice sédimentaire et il y aura ce qu'on appelle les réactions chimiques et ce qui va conduire à une précipitation de certains éléments. Et ces éléments donc, vont exercer une pression à l'intérieur de la matrice sédimentaire et conduisant à la dégradation de ces matériaux parce qu'il y aura des fissuration. Donc, dans notre cas, donc, on a pris le déchet de l'unité PCL. L'unité PCL, c'est une unité qui produit la plomberie, la robinetterie et la coutellerie et les épiers. Et au cours de la fabrication, donc, ils utilisent différents matériaux. Et ils utilisent différentes solutions pour faire la électrodéposition de certains matériaux pour rendre, c'est-à-dire ces produits brillants et de bonne qualité. Par exemple, ils utilisent du chrome pour, c'est-à-dire avoir des aciers et des produits inoxydables. Et ils utilisent aussi, par exemple, des eaux de nickelage, c'est-à-dire qui sont riches en nickel. Et ces éléments, donc, c'est pour avoir des éléments donc, de bonne résistance et des éléments, c'est-à-dire qui ont une longévité très importante. Donc, et à certains moments, c'est-à-dire ces solutions qui sont utilisées donc, pour avoir des produits de bonne qualité, c'est-à-dire deviennent saturées. Et ces solutions, donc, ils sont traitées par de la soupe. Donc, et si on mélange la soupe avec ces solutions, donc on obtient, c'est-à-dire une pâte, c'est-à-dire une pâte qui se précipite. Et c'est-à-dire, ils ont examiné cette pâte, donc ils ont trouvé que cette pâte, donc, elle est riche en métaux lourds. Et les métaux lourds, c'est des éléments qui sont toxiques, des éléments qui provoquent des maladies dangereuses et sont des éléments cancérigènes. Donc, pour problématique, on va savoir la possibilité de confinement de ces déchets de l'unité BCR à l'intérieur, c'est-à-dire des matrices sédimentaires en utilisant le ciment.
Et l'objectif, c'est de comprendre le comportement de ces déchets stabilisés solidifiés dans des milieux chimiquement agressifs. Donc on va utiliser des milieux sulfatiques et des milieux humains, et afin de prédire la pérennité de piégeage de ces déchets à l'intérieur de la matrice cimentaire. Donc pour atteindre ces objectifs, nous avons utilisé les matériaux suivants: un sable normalisé, un ciment de type CA1, les déchets de l'unité BCR et l'eau déminéralisée. Pourquoi l'eau déminéralisée? C'est pour éliminer le risque d'ajouter des éléments toxiques, c'est-à-dire une eau minérale, elle peut être, c'est-à-dire elle peut contenir certains métaux, et dans notre cas, on a utilisé une eau déminéralisée afin d'éviter le risque d'ajouter de ces éléments toxiques à la matrice cimentaire. Donc, avant de faire la stabilisation solidification, nous avons utilisé plusieurs techniques, à savoir la résolution X, la DRX, la technique de l'ERIGA couplée à la spectrophotométrie d'absorption atomique à flamme pour déterminer la composition chimique et élémentaire de ces éléments. Nous avons utilisé aussi la technique du microscope électronique à balayage couplée à l'ERIX, donc c'est pour avoir la composition élémentaire de nos matériaux. Et toutes ces techniques ont été utilisées sur le déchet afin de trouver, c'est-à-dire, et de voir, c'est-à-dire, sa composition réelle. Donc, pour la stabilisation solidification, nous avons utilisé des pâtes et des mortiers, donc avec un rapport ECLC égale 0,5. Ce rapport, donc, il a été choisi donc, pour favoriser la libération de ces déchets vers l'extérieur. Et donc, nous avons utilisé différents rapports déchets sur ciment allant de 10 à 45%. À la fin, donc, on va obtenir donc, des éprouvettes de 4 par 4 par 16 donc, pour les essais mécaniques, et des éprouvettes de 8 par 21 donc, pour préparer des blocs monolithiques de 4 par 4 par 4. On va extraire, c'est-à-dire on va faire un tronçonnage pour préparer ces blocs cubiques, c'est pour éliminer, c'est-à-dire le risque de carbonatation. Parce qu'une fois donc, on a fait donc, le démoulage, donc peut-être il y a un risque, c'est-à-dire de la formation d'une couche de la calcite sur la surface supérieure, et ce qui va influencer la diffusion des minéraux vers l'extérieur au moment de la mise en contact de ces déchets avec, c'est-à-dire la solution agressive. C'est-à-dire c'est pour avoir des résultats fiables. Pour l'étude de l'influence de l'ajout des déchets sur les différentes propriétés de ces matériaux cimentaires, donc nous avons mesuré le temps de prise par liquide le retrait endogène et dégonflement. Nous avons aussi utilisé ou bien mesuré la masse volumique par picomètre, la résistance mécanique à 7 jours et à 28 jours. Et une fois donc, on a écrasé ces hygromètres, on a fait une préparation mécanique. Donc c'est pour la caractérisation chimique, tout en utilisant la technique de diffraction par rayon X et l'analyse thermogravimétrique afin d'évaluer le degré d'hydration de ces matériaux cimentaires. C'est-à-dire c'est voir l'effet de l'ajout de ces déchets donc, par l'analyse thermogravimétrique. Et pour le comportement à la lixiviation, c'est-à-dire c'est d'évaluer la fiabilité et l'efficacité du procédé utilisé. C'est-à-dire on va prendre des formulations étudiées, on va faire des essais de conformité. C'est-à-dire on va mettre ces déchets en contact avec des solutions agressives et voir quelle est la quantité qui a été libérée après ce procédé. Et est-ce que cette quantité elle est conforme aux normes en vigueur ou non? Si cette quantité elle est inférieure, donc là on est dans la sécurité. Si la quantité qui a été libérée de ces métaux lourds, elle est supérieure en vigueur, là, donc le procédé donc, il n'est pas adéquat et il faut chercher un autre, c'est-à-dire un autre procédé donc, permettant de réduire le potentiel toxique de ces déchets. Donc, pour notre cas, donc, on va utiliser le test de pH, l'influence de pH, c'est-à-dire qu'on va varier le pH de la solution agressive, par exemple de 2 à 11, et à chaque fois, on voit quelle est la quantité qui a été relarguée. Et au cours de ce test, donc, on va suivre aussi, on va évaluer la capacité de neutralisation acide, c'est-à-dire est-ce que le procédé utilisé, est-ce qu'il y a assez d'hydrates permettant de neutraliser le déchet, l'acide ou la solution basique qui a été utilisée. Parce qu'une fois, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez une matrice cimentaire dans une solution acide, automatiquement il y aura une décalcification. La décalcification va permettre, c'est-à-dire d'augmenter le pH. Si on augmente le pH, ça veut dire
c'est-à-dire parce que la matrice cimentaire, donc, elle a un pH basique, donc automatiquement c'est pour éviter la décalcification, et c'est comme la matrice cimentaire, elle est en train de se défendre vis-à-vis des agressions, c'est-à-dire chimiques. Aussi, nous avons utilisé le test TNL. C'est le test donc, a une durée de 64 jours qui est l'équivalent de 96 ans de relargage. C'est-à-dire c'est un test qui se fait au niveau du laboratoire et c'est un test qui a été normalisé par l'Environmental Protection Agency. C'est une agence qui fait des recherches sur la protection de l'environnement. Et donc c'est elle qui a normalisé ce test. Et on va évaluer la capacité d'absorption à l'eau et la porosité. Et on va évaluer les flux relargués des éléments toxiques. Et ensuite, donc le test il a une durée de 64 jours. Dans notre cas, on a extrapolé ce test à 18 mois. Donc c'est pour voir, c'est-à-dire la dégradation à long terme. Et à la fin, c'est-à-dire de ce test, après 18 mois, nous évaluons donc l'épaisseur dégradée de ces blocs cubiques de 4 par 16 en utilisant 6 critères. 5 critères, pardon. Tout d'abord, on va faire un grattage en allant, c'est-à-dire de la surface extérieure, c'est-à-dire en fonction de la profondeur, et on fait, c'est-à-dire l'évaluation de l'intensité des pics de la porte tendite et de l'éternité, c'est-à-dire en fonction de différentes profondeurs en utilisant la diffraction par des rayons X. On va évaluer aussi la quantité de la porte tendite qui est restée insoluble par l'analyse thermogravmétrique. On va évaluer aussi la porosité ouverte à l'eau au cours du test IL, c'est-à-dire à 28 jours, la valeur de la porosité était par exemple une valeur, et après 18 mois, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un développement de la porosité, est-ce que cette porosité a augmenté d'une façon, c'est-à-dire très importante ou non. On va évaluer aussi la concentration des métaux lourds piégés par le microscope électronique à balayage, et on va voir le pourcentage chimique des métaux lourds, c'est-à-dire quelle est la quantité qui a été initialement mise à l'intérieur de la matrice cimentaire, et après 18 mois, avec bien sûr, c'est-à-dire à chaque fois on fait un renouvellement de la solution agressive pour ne pas atteindre la saturation, et voir quelle est la quantité cumulée relarguée après 18 mois, c'est-à-dire de mise en contact de la matrice cimentaire avec la solution agressive. Donc, pour la présentation des résultats, donc, je vais scinder en deux. Tout d'abord, je vais vous présenter la caractérisation des déchets pour confirmer s'il y a des éléments toxiques à l'intérieur ou non. Et ensuite, on va étudier le comportement, c'est-à-dire de ce déchet stabilisé solidifié par le ciment, donc dans différentes conditions. Pour la caractérisation des déchets par l'OREGA, avec la spectrophotométrie d'absorption atomique, c'est-à-dire qu'on va déterminer la concentration des éléments en trace. Et cette technique, c'est-à-dire qu'on va mettre le déchet à l'état brut avec une solution très agressive pour extraire le maximum, c'est-à-dire des éléments qui se trouvent à l'intérieur de ce déchet. Et ensuite, on analyse la solution par la spectrophotométrie d'absorption atomique pour déterminer la concentration des éléments, c'est-à-dire la composition élémentaire en termes de concentration. Donc, comme vous remarquez ici, donc, on a trouvé que la concentration de nickel et de plomb et de chrome, elle est très importante. Elle dépasse, c'est-à-dire de très loin, les normes en vigueur. C'est-à-dire la norme exige, donc, comme vous le voyez ici, donc une concentration de 50 mg par kilogramme. Alors que dans notre cas, donc, on a trouvé 355, 165 et 87 mg par kilogramme. C'est-à-dire, c'est des quantités très importantes. Et ce déchet, donc, c'est-à-dire, il est très dangereux. Aussi, on a remarqué que notre déchet, donc, il contient une quantité très importante aussi d'alcalin. Donc, pour confirmer ces résultats, nous avons utilisé aussi le microscope électronique à balayage. Comme vous remarquez ici, on remarque, c'est-à-dire l'analyse de la topographie de notre déchet montre des surfaces de nuances blanchâtres et des grisâtres, ce qui révèle la présence des métaux lourds. L'analyse in ligne par la technique de spectrophotométrie par le microscope électronique à balayage, couplé à l'EDS, donc a montré donc, un spectre là où il apparaissent le nickel et le plomb. Et la composition de ces éléments aussi, elle est très importante. Le nickel, 27%, le plomb, 12%, et le chrome, c'est environ 5%. Et ces concentrations sont très, très importantes. C'est-à-dire, ce déchet, donc, il est fortement, c'est-à-dire toxique.
confirmer aussi, c'est-à-dire la présence des métaux lourds, nous avons utilisé une autre technique. Et cette technique, c'est la dialyse. Donc, on a analysé le déchet par la technique de la dialyse et on a constaté que notre déchet, donc il contient le cran, le plomb, le nickel et le zinc. Donc, à travers cette caractérisation, on peut conclure que ce déchet, c'est un déchet dangereux, d'où sa stabilisation, solidification est inévitable afin de réduire la toxicité de ce déchet. Parce que, donc, comme on a vu tout à l'heure, les concentrations sont très importantes et provoquent, c'est-à-dire des maladies cancérigènes, c'est-à-dire si ce déchet donc, est en contact avec, c'est-à-dire la matrice, si la matrice sédimentaire de ce déchet est en contact avec une solution agressive. Donc, on a fait la stabilisation solidification avec un rapport de CRC pour des pâtes de ciment et avec différents rapports déchets sur ciment. Donc, comme vous remarquez ici, on a constaté que plus on augmente la quantité de déchets, plus le nombre de débits et de fins de prise, c'est-à-dire, il devient, c'est-à-dire, plus faible. À travers, c'est-à-dire ce test, on constate que l'ajout de ce déchet, donc, il accélère la prise de ciment parce qu'il contient le plomb et le nickel. Et ces deux éléments, donc, ils accélèrent l'hydratation des phases de ciment, et notamment c'est la silicate triclasique. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on augmente la quantité des déchets dans le mélange, automatiquement, il y aura une augmentation de la quantité du chrome et du nickel, et ces deux éléments, donc, ils accélèrent les phases de ciment, à savoir donc, la silicate triclasique, et par conséquent, donc, le temps de débit et de fin de prise sera réduit. Pour la masse volumique aussi, nous avons constaté que le déchet donc, a une masse volumique inférieure à celle importée des pâtes des formulations T-, et qu'à chaque fois qu'on augmente la quantité, donc il y aura aussi une diminution de la masse volumique. Cette diminution est du fait que l'ajout du déchet, donc le déchet est plus léger par rapport à la matrice sédimentaire, et automatiquement, donc, il y aura une diminution de cette, c'est-à-dire masse volumique. Pour la mesure du neutrion de gène, on remarque, c'est-à-dire on a mesuré le neutrion de gène, c'est-à-dire sans contact avec le milieu extérieur, avec un rétractomètre, et on a constaté que quel que soit le type de la formulation et quelle que soit la quantité ajoutée, donc les courbes se manifestent de la même, c'est-à-dire façon, c'est-à-dire les courbes prennent la même allure. Et à travers, c'est-à-dire ces courbes, on constate, c'est-à-dire deux zones. Là, une zone où, à chaque fois, c'est-à-dire il y a une augmentation de la quantité, ou bien, c'est-à-dire le taux de retrait. Et au-delà de 28 jours, donc, on remarque, c'est-à-dire une petite variation en fonction, c'est-à-dire du temps, c'est-à-dire le retrait diminue et se stabilise. Donc, cette stabilisation est due à, c'est-à-dire l'arrêt des réactions d'hydratation. Parce qu'une fois il y a une concentration totale de toute l'eau libre qui se trouve dans les réseaux poreux, il y a plus, c'est-à-dire des réactions d'hydratation, et par conséquent, il n'y aura pas donc, un retrait endogène. Et pour l'augmentation de la quantité, bien, c'est-à-dire à chaque fois qu'on vous remarquez ici, donc, pour, c'est-à-dire la courbe en noir, on vous remarquez, c'est des formulations T-. Donc, les formulations T- développent plus de retrait par rapport, par exemple, on vous remarquez à la formulation F5P et F6N, c'est-à-dire c'est des formulations qui, c'est-à-dire qui comportent 45% de déchets dangereux. Et pourquoi, c'est-à-dire le retrait est très important pour les formulations T- et il est moins pour les formulations qui contiennent une quantité très importante de ce déchet, ceci peut être expliqué comme suit. L'augmentation de la quantité de déchets est accompagnée à la diminution de la quantité de ciment, parce qu'on a remplacé une quantité de ciment par, c'est-à-dire le déchet de l'unité PCR. Donc c'est-à-dire ces deux éléments ont induit la formation des gros pores capillaires, parce que vous avez moins de ciment, donc automatiquement donc, la porosité sera très importante, parce que plus on réduit la quantité de ciment, la quantité déshydraté est formée, donc elle est moins par rapport à la formulation T-. Et par conséquent, donc, tout ça, donc, il va pousser la formation des milices d'interface vers le mot courbé et engendre de faibles dépressions capillaires.
Donc, comme explique la formule de Laplace, donc le gradient de